Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais laisser les 3-4 personnes qui viennent d'arriver prendre les dernières places. Merci d'être là. On est très flattés, très heureux d'être dans cette très belle salle du Conseil général. Et puis voilà, donc on va échanger pendant 1h30 autour des populismes économiques au cours de cette session. Tout d'abord, j'aimerais remercier quand même les organisateurs pour nous faire le bonheur, l'honneur en fait de nous recevoir, et puis remercier aussi Odile Jacob qui a finalement accepté d'éditer ce livre qu'on va vous présenter. C'était pas forcément évident, hein, d'ailleurs, lorsqu'on imagine un livre d'économiste et puis un livre d'économiste au pluriel, hein, c'est pas toujours quelque chose qui est très vendeur, mais elle a tenté le pari. Et donc on a été très heureux de collaborer avec elle et puis de collaborer en fait au sein du cercle des économistes. Alors le cercle des économistes, ce sont des économistes hein, essentiellement professionnels, dans le sens que la plupart sont universitaires, mais sont également impliqués dans la vie de la cité, hein, que ce soit par des oh là là, mais pardon, je vois continuer de les gens arriver. Je me dis, il va presque plus y avoir de place. Ça va me rappeler en fait mes années d'amphithéâtre où on s'installait dans les escaliers. Donc merci encore. Donc je disais que, pardon, le cercle des économistes, c'est un cercle de professionnels. On n'est pas un think tank. C'est-à-dire qu'on n'a pas une pensée hein, qui est définie par le cercle hein, et qu'on serait chargé à tous, à 30, de diffuser. Au contraire, je dirais qu'on n'est pas forcément d'accord. Et c'est ça qui est sympathique, parce qu'on peut être en désaccord, et puis on peut être en désaccord avec respect. Et c'est une des dimensions qu'on a voulu porter aussi dans ce livre. Alors, lorsqu'avec Françoise Benamou, qui est à ma gauche, on a essayé de réfléchir à comment éditer ce livre, on s'est dit que potentiellement, il pourrait y avoir, je dirais... Est-ce que si je me rapproche, c'est mieux? D'accord? Bon. Alors, voilà. Bon, tout le monde est assis, tout le monde entend? Non, non. Qui a dit non? Un petit peu plus proche. En fait, ça m'oblige à être vraiment très proche. Mais voilà. Alors, on s'est dit, lorsqu'on a réfléchi à ce livre, à ce populisme, quels pourraient être, d'une certaine manière, les écueils dans lesquels on pourrait tomber, les écueils simples qu'on a essayé, qu'on a tenté d'éviter. Alors, le premier, c'est finalement de confondre idées économiques et idées politiques. Bien sûr qu'il y a une très forte dimension politique hein, dans le populisme. Nous, on est très attachés, bien sûr, à l'interdisciplinarité, mais on ne se prend pas non plus pour ce qu'on n'est pas. D'accord hein, avant tout, nous sommes des économistes, nous ne sommes pas des experts de pensée politique ou des idées politiques. Et donc, on va regarder la dimension économique de ces idées populistes. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie. On ne pense pas nécessairement que l'idée économique doit prévaloir lors de l'expression d'une pensée politique. Elle existe, elle est là, elle est importante, mais on n'est pas là pour hiérarchiser des idées politiques en fonction d'une idée économique qui serait juste ou pas juste. D'accord ? C'est, je dirais, tout à fait le contraire. Donc, on peut être, ce qui est important, c'est qu'on peut être économiste, on l'est tous les quatre, on peut passer sa vie à essayer de réfléchir sur les idées économiques, mais ça ne veut pas dire qu'on pense qu'elles doivent avoir la préémanence sur tout. D'accord ? Et ça, je pense que c'est une dimension très importante. Donc, non seulement ça ne nous sert pas à hiérarchiser, mais ça ne nous conduit pas non plus à penser que tout doit être économique et que toute la marche du monde doit dépendre d'éléments économiques. Alors, néanmoins, l'analyse économique, on le pense, elle peut être utile, d'accord ? C'est pas parce qu'elle est pas totalitaire, c'est pas parce qu'elle emmène pas tout le propos qu'elle n'est pas utile. Alors, elle est utile parce que elle peut apporter de la nuance, en fait, hein, en essayant de creuser, de réfléchir aux différentes idées économiques. Hein, on a tous des spécialités autour de la table un petit peu différentes. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille sur les questions démographiques. Eh bien, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses, si vous voulez, que
je ne comprends pas. Ouais, hein. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je n'ai pas de réponse. D'accord ? Et ça, je dirais que c'est peut-être une première différence entre une idée scientifique et puis une idée populiste, c'est que l'idée scientifique, souvent, est plus nuancée. D'accord ? Alors le fait qu'il n'y ait pas une idée absolue, encore une fois, ne la discrédite pas. D'accord ? C'est quelque chose qui peut aider au débat. Le deuxième point, c'est que l'idée scientifique ou l'idée économique, elle va être utile potentiellement pour mettre à bas des idées qui sont de bon sens. Parce que tout le monde, d'une certaine manière, est un petit peu économique. Tout le monde a des idées sur l'économie. Et très souvent, ces idées reposent sur des simples propos de bon sens. Je vous donne un exemple, c'est par exemple l'immobilier. C'est quand les gens disent les prix sont tellement élevés que plus personne peut se le payer ou plus personne peut acheter. L'économiste va vous dire non, c'est le contraire. Si les prix sont très élevés, c'est justement qu'il y a beaucoup trop de gens qui peuvent acheter par rapport à ce qu'on offre. D'accord ? Donc c'est des idées parfois de bon sens qu'on peut. Alors évidemment, notre but aussi, surtout sur ces sujets qui sont un petit peu politiques, etc., c'est pas d'arriver en expert, en nouvel ayatollah. D'accord ? On ne veut pas remplacer du bon sens, qui serait potentiellement faux, par une vérité, par un dogme. D'accord ? C'est au contraire tout le contraire. C'est un risque. D'accord ? Et je pense que il faut, lorsqu'on n'est pas économiste et lorsqu'on s'intéresse à l'économie, il faut faire un petit peu attention justement. Et tout économiste qui serait un petit peu trop sûr de lui ou sûr d'elle, je dirais qu'il faudrait un petit peu s'en méfier. Alors on peut les écouter, il faut écouter, il faut lire, écouter tout le monde, mais il faut se méfier de ceux qui sont trop sûrs. Il y a toujours, moi je suis toujours étonné par le nombre de succès de librairies, de gens qui disent, voilà, tous les économistes pensent que, et puis tout ça c'est faux, et puis moi je vais vous dire quelle est la vraie loi de l'économie. Ça c'est souvent, alors ça marche très bien, moi je suis toujours étonné, ça continue de marcher très bien, mais ça c'est pas très intéressant. J'ai piloté l'économie au CNRS, j'avais en charge du suivi de l'ensemble de la recherche en économie pendant plusieurs années, donc j'ai été dans tous les labos de recherche, dans toutes les universités, voir ce que les gens faisaient, ce que les économistes faisaient concrètement. Jamais j'ai vu une espèce de pensée unique. C'était plutôt le contraire, quoi. Je veux dire, il y a un foisonnement de recherche intéressant dans tous les sens, sur tous les domaines, avec toutes les méthodes possibles et imaginables. Et c'est cette richesse qui est très importante. Je me méfie vraiment de ces personnes qui vous disent tous les économistes pensent que, et puis moi je vais vous révéler la vraie supercherie, la grande supercherie. Alors nous on va essayer de pas être dogmatique, mais on peut être néanmoins passionné, si je puis dire. Quand vous travaillez en tant que chercheur scientifique pendant des années sur un sujet, lorsque vous creusez, vous atteignez pas forcément la vérité, parce que la vérité c'est quand même très très élusif, c'est très difficile à atteindre, et puis il y en a peut-être pas forcément, mais vous acquérez une conviction. Et donc vous avez envie néanmoins de convaincre, de partager, mais il faut le faire avec nuance et sans dogmatisme. Et donc, ce livre, c'est un petit peu ça. Je dirais que répondre au populisme, les économistes répondent aux populistes, et essayer de donner des points de vue qui sont informés, mais qui ne sont pas dogmatiques, de donner des points de vue qui sont différents, qui sont hétérogènes, pour que tout à chacun puisse se faire une idée. Voilà, c'est ça, en un mot, notre réponse aux populistes. Alors, pour parler de tout ça, j'ai autour de moi trois contributeurs au livre. Alors, vous avez vu, il y a eu des changements un petit peu. C'est pas les mêmes que ceux qui étaient prévus. Le Covid est venu un petit peu bouleverser tout ça, mais on s'en sort quand même. Alors, à mon extrême droite, j'ai André Kartapanis, qui est un professeur à Sciences Po Aix, et qui va discuter un petit peu de l'histoire des populismes économiques. On va voir un petit peu ce qui marche pas. Alors c'est un chapitre du livre qui a été vraiment très repris dans la presse. On n'a pas fait forcément de comparaison, etc. entre nous, mais lorsque la presse le cite, très souvent, ils ont cité le chapitre d'André. Je crois que et hier, c'était Le Monde, Philippe Escande qui t'a cité.
Et puis après, donc après cette mise en perspective historique, eh bien on va reprendre 3 thèmes un petit peu qui sont très très présents en fait dans les démarches populistes, et on va voir comment est-ce qu'on peut les deux construire ou au moins les analyser, hein, pour parler de façon plus simple. Alors on va faire ça avec Patrick Artus. Patrick, tu es conseiller économique chez Natixis, tu es professeur aussi à l'École d'économie de Paris. Toi, tu vas travailler sur les sujets un petit peu globalisation et finance. Voilà, qui sont des sujets tout à fait chéris des populistes, avec Françoise Pénamou, qui est professeure à l'université Sorbonne Paris-Nord et qui est présidente du Cercle des économistes. On va travailler sur la culture, hein, qui est surtout dans ce elle peut être réputée comme étant élitiste et donc contre le peuple. Et donc il y a un sujet aussi de prédilection des populistes. Et enfin, moi, qui suis professeur à l'École d'économie de Paris, j'interviendrai sur un autre thème très courant chez les populistes, qu'est l'immigration et les effets économiques de l'immigration. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir, à nous dire que vous n'êtes pas d'accord. Je ne sais pas s'il y a déjà une question sur ce qu'on va faire. Et non, mais sinon, je vais passer tout de suite la parole à André. Bien, merci beaucoup Hippolyte et bonsoir à tous, à toutes et à tous. Alors je dirais d'abord que, pour introduire le propos, que le populisme économique ne répond pas à une théorie économique. Il n'y a pas de macroéconomie ou de microéconomie ou d'institutionnalisme de caractère populiste. C'est avant tout une stratégie électorale qui se trouve mobilisée avec des éléments sur lesquels je vais revenir, la mise en cause des élites, le rôle de l'extérieur, les immigrés, la concurrence internationale, et qui met beaucoup en avant la dénonciation des inégalités. Et donc des réponses à apporter face à une situation jugée fortement inéquitable en apportant des protections, et d'une façon d'ailleurs qui est assez défensive. Mais lorsque le populisme électoral se traduit par un succès, cela devient une pratique. Une pratique, et par conséquent, c'est la voie à un certain nombre d'expériences que nous pouvons analyser depuis 50, 60 ans à l'échelle mondiale. Et ce sont ces pratiques que, pour ma part, j'ai essayé d'analyser, et tout en restant tempéré, comme l'a souhaité Hippolyte, mon propos pour autant sera quand même se traduira par une conclusion assez claire, c'est que ce ne sont que des échecs. Et il est très difficile d'exhiber des succès de ce qu'on appelle les politiques économiques populistes. Ça sera un petit peu le fil directeur de mon propos. Alors d'abord, il importe d'identifier ce qu'on appelle des politiques économiques de caractère populiste. Ce n'est pas simple parce que ces expériences sont très hétérogènes. On a des populismes de gauche, on a des populismes de droite. De gauche, on pense à Perón en Argentine, on pense évidemment à Allende au Chili. De droite également, avec par exemple Bolsonaro aujourd'hui. Mais même parmi les pays industriels, on peut trouver une forme de populisme dans la politique qui a été impulsée par Trump et également par Boris Johnson. Donc il y a une forte hétérogénéité, mais il y a cependant des invariants qui apparaissent de façon relativement systématique. D'abord, c'est la dénonciation des inégalités, avec cette opposition contre laquelle il s'agit finalement de se mobiliser entre le peuple et les élites. Deuxièmement, c'est l'exigence de construire des protections qui peuvent conduire à des politiques protectionnistes par rapport à des menaces, toujours situées vers un extérieur un peu abstrait. Et puis, c'est aussi le refus d'un certain nombre d'orthodoxies en matière notamment de politique économique, sur le plan monétaire, sur le plan budgétaire, soit qu'on les refuse, soit qu'on les rejette, mais en tout cas, ça fait partie des éléments de caractérisation. Dans ce cadre, il est possible de faire un distinguo entre deux grandes catégories de populisme, ce que, dans le chapitre, mais dans le cadre de la littérature consacrée à ce sujet, on appelle d'un côté les populismes classiques et les néopopulismes.
Les populismes classiques, qui peuvent être de gauche ou de droite, on les a observés en Allemagne, en Italie, dans l'entre-deux-guerres, beaucoup en Amérique latine, dans les années 40 et également dans les années 70. Ce sont des politiques radicales et globales qui vont mêler tout un ensemble de mesures dans une proportion distincte selon les expériences, mais qu'il faut peut-être dans un premier temps énoncer. Coup de fouet donné au salaire, mesures protectionnistes par rapport à la concurrence internationale, déficit budgétaire débridé, dévaluation, augmentation de la fiscalité, notamment vis-à-vis des plus riches, voire des entreprises, politique d'indexation des salaires, quelquefois blocage des prix, contrôle des mouvements de capitaux. Ce sont donc des politiques qui présentent un caractère très, très macroéconomique dans ce qu'on appelle les populismes classiques. Et à côté, on doit distinguer les néopopulismes plus proches de nous, du point de vue des expériences, qui paraissent moins radicaux et en tout cas plus centrés, plus singuliers sur tel ou tel volet de l'activité économique, tout en ayant d'ailleurs une sorte de connotation qui est assez identique du point de vue des bases initiales, du point de vue des fondements. C'est lorsque l'on recourt à la guerre des monnaies, c'est-à-dire à la dévaluation marquée en baissant systématiquement les taux d'intérêt, lorsqu'on engage une guerre sur le plan commercial, avec des mesures protectionnistes, soit au plan global, soit au plan bilatéral. On verra avec le cas Trump, vis-à-vis de la Chine, par exemple. C'est la mise en cause de l'indépendance des banques centrales, qui a été acquise et qui s'est développée depuis maintenant au moins une trentaine d'années. C'est toujours cette idée de fermeture des frontières par rapport à ce que serait l'adversaire, ou l'empêcheur de tourner en rond. Ça peut être l'immigré, ça peut être l'investisseur étranger. Et on a là des exemples avec la politique de Trump, le Brexit en fait partie, et on a aujourd'hui, avec la politique menée par Erdogan en Turquie, un exemple tout à fait frappant en la matière. On pourrait ajouter pas mal d'expériences récentes en Argentine. Donc les formes sont multiples, la typologie qui peut être donnée peut être relativement large, mais pour essayer d'exhiber ce qui caractérise réellement les populismes économiques, il est souhaitable peut-être de se doter d'une sorte d'idéal type, sans vouloir paraître savant, un modèle en quelque sorte, un peu schématique, à certains égards caricatural, mais qui va nous permettre de bien déceler à la fois ce que sont les orientations et ce que sont les failles des politiques économiques populistes, et je vais le faire en distinguant 5 phases. La première phase, c'est l'arrivée au pouvoir. L'arrivée au pouvoir, elle est très largement alimentée par un mécontentement, par des inégalités, par un chômage élevé. Et donc, dans le cadre soit d'un coup d'État, mais également sur le plan du déroulement normal de la démocratie, eh bien, il y a des promesses qui sont diffusées de changements drastiques au bénéfice des pauvres, au bénéfice du peuple. C'est bien pour cela que l'on parle de populisme. Et arrive donc au pouvoir, souvent d'ailleurs un leader charismatique, qui a emporté l'adhésion des foules en promettant le changement. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est le démarrage de la mise en œuvre des politiques économiques de caractère populiste. Alors vont se combiner des mesures de protection par rapport à l'étranger, l'augmentation des salaires, autant publics que privés, l'augmentation des dépenses publiques, aucune contrainte quant à ce que pourraient être les effets d'un financement monétaire des déficits budgétaires, et aussi une fin de l'ouverture aux migrants, par exemple, et tout cela avec une sorte d'hypothèse qui est que ce boom, ce choc de demande qui va être impulsé, est exempt de risque de dérive inflationniste, en considérant finalement qu'il y a des capacités de production inemployées, puisque le chômage est élevé, et qu'il suffit finalement de combiner un choc de demande et puis une protection
de l'offre domestique, du système productif domestique par rapport à ce que sont les importations, à ce qu'est la concurrence. Et il faut souligner que cette phase, le plus souvent, se traduit par un succès, par un franc succès, par un redémarrage de l'activité économique, par des gains de pouvoir d'achat, et même au niveau des entreprises, par une profitabilité qui s'améliore, ce qui conforte le soutien politique. La phase 3, ça commence à dérailler. Ça commence à dérailler au moins à 3 niveaux. Premier niveau, c'est lorsqu'apparaissent des goulots d'étranglement, c'est-à-dire des déphasages entre l'offre et la demande. On peut parler de politique de surchauffe, et qui s'explique notamment par le recul de l'offre à l'intérieur d'une économie, parce que il y a des départs de firmes étrangères, parce que l'investissement est devenu atone, voire a chuté. Et donc, premier élément, goulot d'étranglement, apparition de certaines pénuries. Deuxième volet, c'est l'inflation. L'inflation est la manifestation la plus immédiate de ce genre de politique en phase 3, à des rythmes divers selon les expériences, avec l'apparition d'une spirale inflation-salaire, quelquefois une réponse donnée par le jeu d'une indexation, et on peut même avoir un blocage administratif des prix qui commence à être mis en place dans la phase 3. Et puis, troisième point dans cette phase, dégradation de la situation budgétaire, dégradation de la situation de la balance des paiements courants, se traduisant par des pertes de réserves, par des fuites de capitaux, éventuellement par une accentuation de la dépréciation du taux de change. La phase 4 est en quelque sorte le prélude à la crise et finalement à la fin de l'expérience. On passe de l'inflation à l'hyperinflation. Bon, 2-3 chiffres. Au Chili, en 1973, 508% d'inflation. Au Pérou, en 1990, 7480% d'inflation. La Turquie, aujourd'hui, 80% d'inflation. Et donc, dans cette phase, se développe l'économie souterraine, les fuites de capitaux s'accentuent, se développe également l'économie souterraine, un marché noir, notamment sur le taux de change, mais également sur le plan des activités réelles, une chute de la croissance, l'offre domestique se réduit, se restreint, et donc on entre dans une économie de pénurie. La phase 5, c'est la marque de l'échec et de la fin de l'expérience. Le chômage a explosé, la pauvreté s'est renforcée, la production a baissé. On voit apparaître également à ce moment-là des crises financières, crises souveraines du côté des États, crises sur le marché des changes, des troubles sociaux. Et l'élément le plus important, c'est qu'en même temps, on a assisté à des chutes de productivité, à des chutes d'activité, à une forte remontée du chômage. C'est la fin de l'expérience qui peut prendre plusieurs formes. D'abord une forme démocratique, avec l'arrivée d'un nouveau pouvoir, souvent un coup d'État qui met fin à cette expérience, ou encore un basculement dans l'autarcie, dans une fermeture des économies. Et on peut penser évidemment au cas du Venezuela, avec par conséquent un risque de dérive sur le plan institutionnel ou politique vers des régimes devenant particulièrement autoritaires, voire même totalitaires. Et on le voit en particulier au Venezuela. Et d'une certaine manière, on peut aussi avoir des États défaillants. On pourrait ajouter ici l'exemple du Liban. Alors, cette périodisation que je viens de vous proposer, elle est schématique. Elle est excessivement générale. Elle est peut-être caricaturale, surtout par rapport à des expériences récentes du style Trump ou bien Brexit. Mais je crois qu'elle mérite de mettre le doigt, de mettre en avant ce que sont finalement les failles de ces expériences populistes sur le plan économique. Bien sûr, le populisme économique, et ça on ne peut pas le lui reprocher, privilégie un objectif de croissance, un objectif de réduction des inégalités et donc d'augmentation du pouvoir d'achat. Mais en sous-estimant le risque inflationniste et surtout en sous-estimant le fait que c'est une chose que d'impulser une nouvelle politique, c'est autre chose de contrôler les réactions des agents économiques,
des ménages qui veulent préserver leur épargne, des entreprises qui sont privées d'incitation à poursuivre leurs activités en matière d'investissement. Et donc, il y a une sorte de négligence quant au fait qu'une économie, c'est un réseau d'interdépendance, à la fois des impulsions politiques venant de l'État, mais également des marchés et des individus qui poursuivent leurs propres objectifs. Et les exemples que j'ai donnés, ou le phasage que je vous ai proposé, met aussi en avant le fait qu'on privilégie beaucoup le court terme plutôt que le long terme. Plutôt les effets d'impact, notamment en présence d'un choc de demande, en négligeant la question du potentiel productif, la question du système productif, et par voie de conséquence, on débouche souvent sur des pénuries et, in fine, sur des crises. Et d'une certaine manière, on a des exemples nombreux en la matière. Pas toutes les expériences populistes débouchent sur des crises, mais un grand nombre d'entre elles. C'est le cas de l'Argentine dans les années 2003-2015, c'est le cas de la Bolivie en 2006, c'est évidemment le cas du Venezuela, c'est le cas de la Turquie depuis 2018. Un mot sur les néopopulismes de Trump, le Brexit ou certaines expériences. Ce sont là des orientations de politique économique qui sont moins radicales et moins globales, qui sont plus spécifiques, souvent de caractère plutôt microéconomique. C'est l'exemple de Trump qui se lance dans une guerre commerciale avec la Chine en augmentant de façon très nette les droits de douane. Le résultat, 2 ans après, c'est que le déficit bilatéral entre la Chine et les États-Unis s'est amélioré pour la Chine et s'est dégradé donc pour les États-Unis. Quant au Brexit, le Brexit, c'était la promesse d'une croissance bien plus élevée par le jeu de tout un ensemble de mesures, au-delà de la sortie de l'Union européenne, mais on a vu exploser les déficits budgétaires. Le déséquilibre courant aujourd'hui a explosé également, la livre s'effondre, et donc d'une certaine manière, après avoir d'ailleurs mis en cause la politique de la Banque d'Angleterre, on a une sorte de résultat qui est assez comparable. Alors, et je m'achemine vers la conclusion, pourquoi finalement est-ce que ces populismes économiques, à travers les expériences que l'on peut analyser depuis 50 ans ou 60 ans, ne marchent pas? Quelles sont finalement les failles ou les talons d'Achille de ce type d'orientation en matière de politique économique? On peut distinguer 4 facteurs. Le premier facteur, c'est la méconnaissance ou l'ignorance naïve ou l'absence de prise en compte d'un certain nombre de principes de base. D'abord par le jeu de la confusion entre les grandeurs réelles et les grandeurs nominales. Typiquement, on dévalue pour avoir un avantage compétitif, oui, mais l'inflation va très vite rattraper l'avantage qui avait été recherché. Également, la faiblesse qui a été négligée des substitutions possibles de l'offre domestique aux productions venant de l'extérieur et qui faisaient l'objet d'importations. Et donc là, même d'ailleurs chez Trump, il y a une sorte de faille dans les raisonnements, comme s'il suffit de se protéger par l'extérieur pour que l'offre domestique puisse répondre. Deuxième point, deuxième faille, c'est la sous-estimation des interdépendances macroéconomiques. Une économie, ce n'est pas une mécanique. Il y a des contre-réactions, il y a des feedbacks, il y a des effets du point de vue des comportements des ménages qui cherchent à se protéger, des entreprises dont on prive d'incitation à continuer à investir. Et ça, c'est un point aussi très important. Troisième faille, c'est l'illusion d'un isolationnisme et du fait que lorsque l'on commence à mettre en œuvre des politiques de limitation des opérations menées avec l'extérieur, il y a systématiquement des rétorsions et qu'un certain nombre de marchés extérieurs peuvent du coup apparaître, ou bien du côté des bailleurs de fonds, lorsque ces pays sont préalablement endettés, il est clair que par ce genre de politique, eh bien, on interrompt ce qu'était le déroulement jusqu'alors des échanges avec l'extérieur sur le plan financier. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la focalisation sur le court terme plutôt que sur le long terme. Et pour les économistes, le long terme, c'est ce qui est plus profond, c'est le sous-jacent, c'est l'activité, c'est l'offre, c'est le système productif. Alors,
dans ce cadre, et ça sera mon mot de conclusion, finalement, ce qui caractérise les populismes économiques, c'est une sorte de contradiction. Entre d'un côté le refus de passer à une économie totalement administrée, une économie socialiste, telle qu'on a pu les observer pendant les années 50, 60, 70, parmi les pays de l'Est. Ce ne sont pas les propositions le plus souvent qui caractérisent les politiques économiques populistes. Et du coup, il faut tenir compte de ce que sont les réalités d'une économie de marché. Or, les réalités de ces économies de marché, ces feedbacks, le fait que des dérives inflationnistes peuvent accompagner les pénuries, eh bien tout ça est négligé et dénié. Et donc, d'une certaine manière, c'est ma conclusion, les populismes économiques, au vu de l'expérience, constituent un miroir aux alouettes. Merci. Merci beaucoup, André. Est-ce qu'il y a déjà peut-être une question, une réaction? Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que dans le système, l'existence d'une zone économique globale Le bouton à votre droite. Voilà. Est-ce que l'existence d'une zone économique supranationale n'amortit pas les effets de ce que vous évoquiez? Les expériences populistes en matière économique sont marquées par leur côté national. Donc il n'y a pas de coordination qui aurait été réalisée. Il y a toujours cette histoire de on va privilégier les nationaux par rapport à l'extérieur. Donc je vois mal quel pourrait être le lien entre l'imbrication d'un pays dans une zone relativement intégrée, dès lors que le pays qui mène ce type de politique souhaite sortir de l'intensité des interdépendances et des relations avec ses voisins, par exemple. Donc, en tout cas, ce sont des politiques qui sont très nettement nationalistes et qui ne correspondent pas à des logiques régionales ou intégrées à une échelle régionale. Mais si je peux me permettre de poursuivre, le maintien en zone euro, par exemple, très concrètement, ne jouerait-il pas ce rôle d'amortisseur? Alors, ce qui est sûr, c'est que si un pays, et on pense à certains pays aujourd'hui en Europe de l'Est, la Hongrie par exemple, souhaitait mener des politiques correspondant à ce que j'ai qualifié de populisme classique, là, il sortirait du jeu. Bon, et de la même manière, c'est aussi parce que les règles de l'intégration européenne ne paraissaient pas satisfaire les intérêts au vu des populistes britanniques que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Et donc, de ce point de vue, il y a, si l'on reste dans cette zone structurée, organisée, des limites à la mise en œuvre de ce type de politique, à l'évidence. C'est ce que j'appellerais une sorte de garantie contre les dérives populistes au plan économique. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On peut garder pour après. Monsieur? Oui, juste une remarque. Vous mettez des économistes répondent aux populistes. Ben oui, la question, c'est qu'il faut répondre aux populistes. C'est-à-dire qu'il faut répondre à l'émergence dans le monde entier de ces courants. On se fout de savoir si c'est complètement à côté de la plaque dans la réalisation, etc. Sinon, on plierait tout de suite le bagage en disant, vous voyez, Hitler, ça a conduit à la guerre mondiale. Donc j'aimerais introduire le travail qu'a fait l'économiste indien Raghuram Rajan, dans un livre qui n'est pas traduit en français, mais c'est classique, qui s'appelle le Third Pillar, qui dit la montée des populismes dans le monde, et c'était à la fois sur Trump aux États-Unis, mais c'est aussi sur Narendra Modi en Inde, qui ne correspond pas d'ailleurs à la typologie que vous faites, parce que c'est un populisme politique très fort, et c'est une orthodoxie économique extrêmement forte. Donc c'est aussi un autre type de combinaison. Je veux dire, il y a le Venezuela, mais comme vous l'avez dit, il y a un éventail considérable de populisme. Et ce que dit Raghuram Rajan, je trouve que c'est très fort, c'est l'émergence, la montée, en fait, du populisme dans le monde est liée aux déficiences du modèle global de capitalisme, dans lequel le fonctionnement précisément normal d'équilibre entre le marché et l'État est totalement verrouillé
par un capitalisme chronique, de chronise, dans lequel les grands groupes... Et ça a conduit effectivement à le fait que vous ayez un mouvement de gilets jaunes, etc., dans le monde entier. Donc les économistes peuvent répondre aux populistes en trouvant la réponse à ces dysfonctionnements du capitalisme. Et lui, il offre une solution que je trouve intéressante, qui est de dire le third pillar, c'est-à-dire le troisième pilier, on ne se sortira de ces contradictions du capitalisme en termes d'inégalité, de disparition en fait de l'État garant de l'intérêt public, que si on développe le troisième pilier, le pilier communautaire, avec une relocalisation à la fois des décisions économiques et des décisions politiques. Je trouve que c'est intéressant parce que ça ouvre aux économistes une autre perspective que celle de dire, bah oui, ça conduit à l'échec, bien sûr, pas dans tous les cas, mais enfin souvent en tout cas, il y a des échecs politiques dramatiques, mais ça ne répond pas à la question. Comment on fait pour s'attaquer aux racines de ce populisme? Et c'est là où les économistes doivent se regarder. Qu'est-ce qui, dans leur boîte à outils, est à l'origine de ces dysfonctionnements qu'on a sur la planète entière, il faut le dire. Hein. Donc, merci pour le conseil. Oui. Et il faut... alors, on n'a pas dit qu'on était le seul livre dessus. Hein. Je veux dire, non, vous êtes d'accord. Hein. Et bien sûr que bien d'autres ont écrit des choses intéressantes. Est-ce que tu voulais réagir peut-être je voudrais dire un mot là-dessus. Voilà, moi, je pense que les populistes posent de très bonnes questions, mais ils apportent des réponses erronées. Et je pense qu'il est du métier des économistes de montrer, notamment à ceux qui pourront lire ou qui nous écoutent, hein, que ce sont de très mauvaises solutions qui peuvent se renverser contre ceux qui étaient finalement supposés en bénéficier le mieux. Et donc, il y a une autre question, mais c'est un autre livre, c'est pas le... qu'est-ce qu'on fait à la place? Mais ce n'était pas notre objet de départ. L'objet de départ, c'était comment se fait-il qu'il y ait autant de pouvoirs qui basculent dans cette logique populiste, alors que l'expérience démontre que les échecs sont relativement systématiques. Et donc, notre boulot, c'était de mettre ça en avant. Il y a des analyses systémiques, et il peut y avoir aussi des analyses sur des dimensions du discours populiste. C'est une autre façon de faire. Et je pense que justement, là, dans les trois séquences qu'on va avoir ensuite, c'est qu'on va regarder un aspect, en fait, du discours populiste qui permet peut-être de conduire vers une nouvelle pensée d'un système plus global, etc. Patrick ? Donc tu vas intervenir sur les questions justement de finance, de globalisation. Et bien, bonsoir à tous. Effectivement, comme le dit Hippolyte, le propos maintenant n'est pas de reconstruire un autre système, mais c'est d'analyser précisément la pensée, je dirais, populiste dans trois domaines. Le domaine de la politique monétaire, des politiques de banque centrale, le domaine de la finance et le domaine de la mondialisation et des relations commerciales internationales. Alors je commence par la politique monétaire. Les politiques monétaires populistes, alors André a donné quelques exemples, sont assez souvent extrêmes. Erdogan en Turquie en ce moment, chaque fois qu'il y a une hausse de l'inflation, il baisse les taux d'intérêt. Et donc effectivement l'inflation monte encore plus. Donc on a un discours populiste sur les politiques monétaires, particulièrement en Europe, qui consiste à dire que la politique monétaire est une contrainte sur les économies, est une contrainte sur les citoyens et est assujettie aux intérêts d'un petit nombre d'entreprises ou de l'Allemagne, suivant les cas, et que donc il y a eu une mainmise sur la politique monétaire de la zone euro depuis la création de l'euro par les intérêts soit du capitalisme, soit de l'Allemagne, suivant les cas. Alors, ceci était... Et dans tout ce que je vais dire, il faudra voir la dimension d'évolution des politiques. Ceci était probablement le cas à la création de l'euro. La création de l'euro a été conçu comme le clone du Deutsche Mark. A été conçu comme une monnaie qui avait les caractéristiques de la monnaie allemande antérieure, ces caractéristiques étant supposées favorables, étant supposées protéger contre l'inflation, étant supposées
fabriquer un fonctionnement harmonieux de l'économie. Mais il faut voir que la pratique européenne s'est considérablement évoluée, elle s'est considérablement modifiée, et elle s'est modifiée essentiellement au moment de la crise des subprimes, hein, au moment de la crise de 2008-2009 et au moment de la crise des pays du Sud de la zone euro qui a suivi, où alors on est passé à une politique monétaire extraordinairement différente. La politique monétaire de la zone euro, en fait, depuis Mario Draghi, hein, et avec Christine Lagarde depuis lors, est une politique qui est totalement non orthodoxe au sens allemand du terme. C'est une politique où on a, quand on avait poussé les taux d'intérêt à court terme à zéro, est une politique où on a utilisé la création monétaire pour compléter l'action de la politique monétaire et stimuler l'économie. On appelle ça le quantitative easing. C'est une politique monétaire qui a beaucoup d'objectifs autres que la lutte contre l'inflation. On voit aujourd'hui d'ailleurs les hésitations de la BCE pour attaquer vraiment l'inflation. C'est une politique qui a servi essentiellement à solvabiliser les États, hein, assurer ce qu'on appelle la soutenabilité des dettes publiques. Et vous savez que tant qu'on conserve des taux d'intérêt inférieurs au taux de croissance de l'économie, les États peuvent faire ce qu'ils veulent avec les déficits publics, avec les dettes publiques. Et la BCE s'est engagée dans cette voie dès le début des années 2010 et depuis lors a permis aux États d'avoir des politiques budgétaires extrêmement expansionnistes, sans aucune conséquence néfaste sur la soutenabilité des dettes et sur la solvabilité des États. Et donc, on a une bizarrerie qui est une critique populiste des politiques monétaires, en particulier en Europe, qui est associée à une pratique monétaire qui est elle-même critiquable du point de vue, je veux dire, de l'orthodoxie. Les économistes orthodoxes, par exemple nos camarades allemands, sont très critiques de la politique monétaire qui est menée par la BCE depuis Mario Draghi, et pensent que cette politique est une des sources de l'inflation qui est apparue en Europe. On a le même débat d'ailleurs aux États-Unis, hein, au sujet de la politique de la Réserve fédérale, que cette politique a poussé les États à financer trop de dépenses publiques et à augmenter inconsidérément les dettes publiques. Et d'ailleurs, le débat porte sur des formes très particulières de politique monétaire. Il y a une forme particulière de la politique monétaire qu'on appelle la monnaie hélicoptère, qui consiste pour la Banque centrale à financer directement des dépenses publiques qui semblent utiles à la collectivité par la création monétaire et sans passer par le mécanisme d'émission de dette publique. Et en fait, on peut montrer que les banques centrales, en particulier en Europe, mais aussi aux États-Unis, ont mené une politique qui est très équivalente à la monnaie hélicoptère. C'est-à-dire, on est extraordinairement loin de l'orthodoxie des 10 premières années de l'euro. Donc je crois qu'il faut comprendre que la Banque centrale européenne a le problème opposé de celui qui fait l'objet des critiques populistes. C'est un problème peut-être alors que l'inflation en Europe est à 10%, de revenir à une forme d'orthodoxie, et ce qui est extrêmement pénible quand on est sorti de l'orthodoxie, puisqu'on a pu bénéficier de la garantie de bonne fin des opérations de déficit public apportées par la BCE. Et ceci, évidemment, est extrêmement pratique à un moment où on a des besoins de déficit public importants pour la transition énergétique, pour l'éducation, pour la santé, pour la vieillesse, etc. Voilà, donc il y a quand même une compréhension difficile de la critique populiste des politiques monétaires, sachant que les orthodoxes, et en particulier en Europe du Nord, en Allemagne, ont la critique inverse, c'est-à-dire critiquent la politique monétaire comme étant aujourd'hui d'essence populiste, alors que les populistes continuent à dire que la politique monétaire est assujettie aux besoins de l'Allemagne, aux besoins de la lutte contre l'inflation, alors que ce n'est plus vrai depuis une dizaine d'années. Donc il y a cette première complication dans l'analyse des politiques économiques, et en particulier en Europe. Alors le second sujet sur lequel la critique populiste est claire, c'est la finance. La finance est perçue comme étant dangereuse, spéculative,
ne finançant pas les besoins essentiels de l'économie et aboutissant à des crises à répétition. Et à nouveau, il y a eu une évolution très claire de la finance internationale. Cette critique était fondée jusqu'à la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'est une crise de spéculation sur un marché très particulier qui est le marché des créances hypothécaires aux États-Unis. Mais comme tous les marchés financiers sont interconnectés, cette crise s'est étendue au monde entier, surtout à partir du moment où le Trésor des États-Unis a décidé de ne pas sauver la banque Lehman Brothers, et donc a déclenché une crise de confiance dans l'ensemble des systèmes bancaires. Et donc la finance était très critiquable, je pense, jusqu'au début des années 2010, et la critique populiste de la finance était sans doute pertinente à cette époque, puisque la finance était très peu régulée, il y avait très peu de règles, il y avait très peu de besoins de fonds propres. Mais je crois qu'aujourd'hui, à nouveau, on parle d'un animal qui est totalement différent. C'est-à-dire que la finance de 2022, ce n'est plus du tout la finance de 2008, et il faut comprendre cela. Et parfois, effectivement, le discours populiste entretient la confusion entre ces deux finances. Mais c'est vrai qu'il est compliqué, à la fois pour les banques centrales, on l'a vu, et pour la finance, d'expliquer que elle s'est transformée profondément à la suite des crises, et qu'on n'est plus en train de parler du tout de la même finance que celle qui a déclenché la crise de 2008. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on observe la finance? D'abord, je pense que la finance joue un rôle tout à fait essentiel dans la transition énergétique. C'est quelque chose qui est très important, et quand je vois ça de l'intérieur de la finance, la finance est une force qui pousse, et qui est même en avance sur les gouvernements, qui pousse à accélérer la transition énergétique, parce que en fait, elle transmet le désir des opinions, et le désir des épargnants, qui est d'accélérer la transition. Aujourd'hui, en France, vous ne le savez peut-être pas, cette année, les 2/3 des financements qui ont été faits avec des clauses qui s'appellent ESG, des clauses d'environnement, social et de gouvernance des entreprises. Les 2/3. Il y a 5 ans, c'était à peu près 0. Donc il y a une évolution extraordinaire de la finance qui va dans le bon sens. Et donc la finance est un aiguillon pour les États, pour les institutions internationales, ce qui est évidemment une finance extrêmement différente. Et on voit qu'on a des besoins de financement devant nous qui sont considérables. Il va falloir, par exemple, pour financer la transition énergétique, augmenter d'à peu près 4 points le taux d'investissement dans nos économies. Et ceci va requérir une mobilisation extrêmement forte de la finance, qui va devoir proposer des produits financiers qui seront attrayants pour les épargnants et qui conduiront à une augmentation du taux d'épargne spontanément, sans contrainte, et qui permettra de financer la transition énergétique et ses besoins énormes d'investissement. Donc voilà, donc je pense qu'il faut avoir une vision moderne de la finance. À nouveau, c'est difficile, parce que si on se reporte 10 ou 15 ans en arrière, la finance était extrêmement différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la finance est centrée sur le financement de la transition, centrée sur une certaine éthique dans la collecte de l'épargne, et je crois qu'elle est devenue extrêmement différente, ce que ne comprennent pas forcément les populistes. Et mon troisième point, c'est la critique de la mondialisation. Et là, je vais prendre l'exemple de la France. La critique populiste habituelle consiste à dire que c'est la mondialisation qui a créé la destruction d'emplois industriels, les déficits extérieurs, la dégradation de la qualité des emplois, la fermeture de l'industrie dans un certain nombre de bassins d'emploi, surtout dans les régions, et donc que le remède est une fermeture des frontières, une quasi-fermeture des frontières, la protection des droits de douane, etc. Or, il faut se rendre compte que la réalité de la situation française, ici je suis sur la situation française, est extrêmement différente. La France n'a absolument aucun déficit extérieur vis-à-vis des pays émergents, quels qu'ils soient, y compris la Chine. Les exportations de la France vers les pays émergents ont augmenté parallèlement aux importations, et la France a même un léger excédent extérieur vis-à-vis des pays émergents. Et la totalité du déficit extérieur de la France s'est ouverte vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest.
et même pas de l'Europe centrale et des pays d'Europe de l'Est, hein, qui pourtant étaient peut-être, on pouvait croire, était une menace pour la compétitivité des entreprises françaises. Non, les déficits extérieurs de la France, ils sont vis-à-vis de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, etc. Et donc, la critique émergente du commerce mondial, elle conduit à une analyse extrêmement fausse des problèmes de l'économie française. Et là, on est dans une erreur d'analyse importante de type de celle qu'évoquait André. Ce qui fait le problème de désindustrialisation, de perte d'emplois industriels, de baisse de la qualité des emplois, de faiblesse du taux d'emploi en France, ce n'est pas du tout la concurrence des pays émergents, ce sont des problèmes structurels internes à la France, c'est des problèmes d'éducation, des problèmes de débouchés pour les jeunes, des problèmes de compétences, des problèmes de mauvaise formation des salariés âgés, des problèmes de fiscalité des entreprises défavorables à l'emploi, c'est des problèmes qu'on connaît, mais ce n'est pas la détérioration du tissu industriel en France ne vient pas de la concurrence des pays émergents qui est à peu près neutre sur la situation du tissu industriel en France. Voilà. Donc un exemple majeur hein, d'erreur d'analyse que font les populistes des causes hein, de la désindustrialisation et des pertes d'emplois en France. Voilà. Donc sur ces trois exemples, je voulais montrer qu'il faut être prudent dans les commentaires, qu'il faut pas commenter l'économie avec les comportements d'il y a 2 décennies. Hein, les banques centrales partout dans le monde ont des comportements extrêmement différents de celles du début des années 2000. Elles soutiennent l'activité, elles ont un effet positif sur la croissance, elles ont un effet positif sur l'emploi, elles ont un effet positif sur la capacité des États à faire des déficits publics et à financer un certain nombre de dépenses utiles. Et à nouveau, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est de l'inquiétude sur le fait qu'elles seraient allées trop loin dans cette direction. La finance est maintenant totalement impliquée dans le financement de la transition. À nouveau, les chiffres sont assez étonnants. Nous, dans ma banque, on pense que dans 2 ans, 100% des financements que nous faisons seront des financements liés à l'environnement ou au social ou à la gouvernance des entreprises et que nous ne financerons plus rien qui ne soit pas ESG compatible. Alors évidemment, on peut après critiquer le risque de que le ESG compatible soit parfois un peu extrême, soit qu'il y ait des abus dans la définition, dans l'usage des critères ESG. Mais enfin, il y a une évolution incroyable de la finance qui se met entièrement au service en fait du financement de la transition. À nouveau en Europe, hein, aux États-Unis, les choses sont différentes. Et puis la mondialisation, à nouveau, grosse erreur d'analyse. Il ne faut pas croire que c'est la mondialisation qui crée les problèmes structurels de l'industrie et de la désindustrialisation en France. Ces problèmes sont totalement domestiques et en particulier ce sont les problèmes de compétences qui sont ici tout à fait centraux. Merci Hippolyte. On prend à nouveau peut-être 1 ou 2 questions. Monsieur. Et monsieur en haut. Allô, bonsoir. Je me posais la question de savoir si les économistes étaient les mieux placés pour répondre aux populistes. Dans le sens où les économistes sont des gens scientifiques, honnêtes, et les populistes, le contraire. Donc en fait, ils ne peuvent pas se comprendre. Il y a des théoriciens absolument. Non, mais il faut quand même avoir une critique. Il faut quand même avoir une critique scientifique du populisme. Par exemple, ce que j'évoque sur la cause de la désindustrialisation de la France, qui est un problème majeur de l'économie et qui est une des causes du populisme, dans les bassins d'emploi en province. C'est bien documenté par toutes sortes de chercheurs. Dans les bassins d'emploi en province où des grandes entreprises ou des entreprises moyennes disparaissent, il y a une poussée du vote populiste immédiatement derrière. Donc on en a une cause du développement du populisme. Il faut comprendre ce qu'on peut faire pour recréer de l'emploi dans ces bassins d'emploi et recréer de l'emploi industriel de qualité. Or, ce qu'on peut faire, ce n'est pas fermer les frontières, c'est
mettre en place une meilleure éducation, mettre en place une meilleure formation des salariés tout au cours de leur vie, former les chômeurs très vite au moment où ils perdent leur emploi et pas plusieurs mois après. Voilà, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Donc quand même, nous avons besoin d'avoir une analyse scientifique des problèmes économiques pour mettre en face des solutions populistes. Bon, après, comme a dit Hippolyte, nous ne prétendons pas comprendre tout, nous ne prétendons pas avoir les solutions politiques, mais je veux dire, rester sur le terrain scientifique me paraît extrêmement important. Merci. Il y avait une autre question, monsieur, en haut. Oui, en fait, vous expliquez que le monde n'a pas trop changé depuis... Le monde de la finance a changé depuis 2008. Et là, le contexte international et économique particulier, enfin, je trouve qu'il y a quand même des choses qui se répètent. On a parlé de produits toxiques liés à l'immobilier américain il y a 14 ans. Et puis là, j'entends parler de Crédit Suisse, de la banque suisse, d'une banque suisse qui a un fonctionnement systémique et qui peut être à l'origine d'un crack. Et on retrouve les mêmes éléments, les fameux crédits default swap, les CDS, un marché un peu toxique, et qui semble être une des causes des difficultés de cette banque-là. Donc les difficultés du monde de la finance et des produits dérivés toxiques, j'ai l'impression qu'ils existent toujours. En Chine, on parle d'un crack immobilier déjà qui est bien avancé, alors de nature certainement différente, mais on a les mêmes éléments. La banque centrale qui déverse de l'argent, c'est super. Bon, pendant le Covid, c'était formidable. Et puis il y a le retour du bâton. D'ailleurs, les gens, quand on parle du déversement d'argent pendant le Covid, tout le monde disait mais comment c'est possible? D'un seul coup, juste avant, on nous disait il y a des politiques d'austérité, on n'arrive pas à financer les politiques de demande, de protection, mais là, on trouve énormément d'argent pour remettre de l'argent dans le système pour le faire fonctionner. Et puis, évidemment, il y a le retour du bâton, et là, les gens, de nouveau, ne comprennent pas. On nous dit, à la sortie de cette crise-là, eh bien, il va falloir retourner vers des politiques d'austérité. Et c'est toujours les mêmes ingrédients qu'on retrouve. Enfin, moi, je ne trouve pas que le monde ait réellement changé. Enfin, dans son fonctionnement, on parlait des paradis fiscaux qu'on allait réformer dans le système financier. Je n'ai pas l'impression que c'est énormément changé. Bah, écoutez, je ne suis pas de votre avis. Enfin, moi, je vis le monde financier à la fois de l'intérieur, parce qu'une de mes fonctions, c'est d'être banquier. Une banque aujourd'hui, ça n'a plus aucun rapport avec une banque au début des années 2000. Au début des années 2000, il y avait d'énormes activités de marché qui étaient sous-capitalisées, il y avait des prises de risques très importantes. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas ça, et d'ailleurs, vous verrez qu'il n'y aura aucune difficulté dans une banque de l'OCDE dans cette crise. Et si nous avons une récession l'année prochaine. Donc il y a un complet changement de comportement et d'ailleurs un complet changement d'hommes. Ce ne sont pas les mêmes qui sont dans les salles des marchés. Hein. Ce sont des gens qui ont une éthique, qui sont des gens jeunes, ce sont des gens qui s'intéressent à la transition énergétique en premier. Enfin, c'est pas les mêmes personnes. Donc moi je pense qu'il y a un considérable changement de la finance. Je te coupe juste pour rebondir un petit peu sur la question de monsieur, sur l'histoire un peu de l'argent magique. Est-ce que c'est pas susceptible, si j'ai bien compris votre point, d'engendrer la mécompréhension? Ah oui, mais le problème, il est à l'inverse. C'est-à-dire que, pour faire simple, les pays de l'OCDE ont adopté la technologie populiste qui est de créer de la monnaie pour financer des dépenses publiques qui sont utiles d'ailleurs dans certains. Et ceci se fait sans difficulté tant qu'il n'y a pas d'inflation. Et quand il y a de l'inflation, les banques centrales sont coincées entre continuer à financer des dépenses publiques ou lutter contre l'inflation. Alors, la Réserve fédérale a décidé qu'elle luttait contre l'inflation, la BCE a décidé qu'elle luttait mollement contre l'inflation. Mais là, on a un problème, mais qui n'a aucun rapport. Je veux dire, c'est un problème qui est on n'avait pas vu venir l'inflation à 10% en Europe, quoi. Je veux dire, hein, ça c'est clair. C'est une erreur de prévision, mais l'inflation n'est pas liée aux politiques monétaires expansionnistes. Hein. L'inflation, elle vient
Elle vient d'un choc sur la demande en sortie de Covid, avec une énorme poussée de la demande pour toutes sortes de biens. Elle vient de l'arrêt des exportations de pétrole et de gaz russe. Enfin, elle n'est pas liée aux politiques monétaires qu'on a poursuivies. Je garde toutes les autres questions, réactions pour la fin du débat et on va passer aux deux autres interventions. Je passe maintenant la parole à Françoise Benamou qui nous va parler de culture. Oui, bonsoir à tous et merci d'être là. Peut-être je vais faire rapidement quelques remarques et puis ensuite développer deux angles parmi beaucoup sous lesquels les populistes s'expriment par rapport à la culture et par rapport auxquels les économistes ont peut-être des réponses, ou en tout cas des remarques. Peut-être d'abord mes trois remarques. La première, quand c'était au printemps ou à l'été, je ne sais plus très bien, 2021, quand on s'est dit qu'on allait faire ce livre et proposer donc à des collègues économistes d'intervenir dans ce livre, on ne s'attendait pas à ce que ça continue à cette vitesse et à ce que la vague de fond soit aussi forte. C'était vraiment extrêmement frappant. Donc la vague de fond continue et je crois que ce n'est pas seulement le développement ou l'arrivée de populistes au gouvernement dans certains pays, il y a ça, mais en plus, il y a une espèce de contagion dans les discours politiques, souvent, du populisme, et où on s'empare finalement des argumentaires populistes pour les faire siens, en partie. Et donc c'est quelque chose d'assez inquiétant et qui fait que je crois que c'est très important que nous tous ensemble, nous réfléchissions à ces questions et à comment y répondre. Ma deuxième remarque, et ça a déjà été dit, il n'y a pas un populisme, bien sûr, il y a des populismes. Et en termes économiques, on voit bien qu'on oscille à la fois entre de l'interventionnisme, du social, dans le discours populiste, et puis en même temps le contraire du social, c'est-à-dire du libéralisme très fort. Pensez à Orban, par exemple, en Hongrie, pour donner un exemple parmi d'autres. Donc c'est compliqué. Et c'est compliqué, mais il y a des choses quand même. André l'avait dit au début, il y a des invariants, et parmi ces invariants, alors certains ont déjà été soulevés, bien entendu, la défense des valeurs nationales, qui deviennent des valeurs nationalistes, et qui quelquefois se transforment en valeurs xénophobes. Donc il y a ce point-là, qui est très important. La dénonciation des élites, ça a déjà été dit, et je crois qu'en France, c'est une forme un peu dévoyée de ce que Tocqueville désignait comme la passion pour l'égalité, passion française. Et puis troisième élément, la dimension de réécriture de l'histoire. On est à Blois, je crois qu'il faut insister là-dessus. Et cette réécriture de l'histoire, elle passe par une mainmise sur la culture, sur les industries culturelles, par exemple sur l'édition, si importante. Même en France, on peut s'inquiéter de certains mouvements, comme vous le savez. Deuxièmement, les institutions culturelles, par exemple les musées, j'en reparlerai, les grandes expositions, qu'est-ce qu'on a le droit d'exposer, pas le droit d'exposer, et avec un instrument pour peser sur ceux qui décident de telle ou telle exposition, qui est un instrument économique, qui est l'argent. Et puis, et bien entendu, je n'insisterai pas là-dessus, mais c'est extrêmement important, c'est la mainmise sur les médias, et là-dessus, l'Italie aura été précurseur avec Berlusconi. Alors, ça c'est donc mon deuxième point. Mon troisième point, troisième remarque, beaucoup d'économistes ont travaillé sur le populisme. Beaucoup d'autres, bien entendu, et avant tout des historiens, des sociologues, etc. Il faut leur rendre justice bien avant nous. Mais beaucoup d'économistes l'ont fait. C'est très intéressant de regarder comment ils l'ont fait, parce que quand ils le font, ils font d'une certaine manière un pas de côté par rapport à l'économie, en essayant de regarder quels sont les ingrédients du populisme. Et on voit par exemple Roderick évoquer l'anxiété, ou Yann Algan, Daniel Cohen et deux autres auteurs évoquaient la crise de confiance qui se développe et qui sont à l'origine du populisme et qui impliquent que nous, économistes, nous avons nous aussi peut-être notre pierre à apporter à la réflexion. Et par exemple, vous allez avoir aussi Guido d'Apellini qui est à Bocconi, à Milan,
et qui regarde, c'est un économiste, qui regarde le vote populiste et qui regarde et qui observe qu'il est moins porté par des motivations économiques sur le revenu, toutes ces questions, mais que par des motivations culturelles. Le rejet des élites, on retrouve le rejet des élites, l'immigration dont va parler Hippolyte tout à l'heure, les questions sécuritaires qui vont être au cœur donc de ce vote populiste. Ça rebondit sur un des travaux qui ont été menés par Engelhardt et Pippa Norris, dans un livre Cultural Backlash, je ne crois pas qu'il ait été traduit en français, paru en 2019, et ils ont beaucoup travaillé notamment sur l'élection de Trump, et ils montraient à quel point le vote populiste tenait beaucoup moins aux questions économiques, de chômage, notamment de revenus, etc., mais au rapport que les gens pouvaient entretenir à l'immigration, avec toutes sortes de fantasmes et d'idées de fake news, si on peut dire, d'idées fausses, et au changement culturel. L'inquiétude devant le changement culturel, une espèce d'inquiétude identitaire qui est extrêmement forte et qui crée une crise existentielle, pour reprendre une expression qui a été beaucoup employée, avec et du coup les populistes peuvent entrer dans cette brèche pour essayer de construire une hégémonie culturelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers divers outils. Alors voilà, donc après ces trois remarques, peut-être je voudrais insister sur deux angles sous lesquels s'exprime le populisme et qui peuvent interpeller l'économiste. Il y en a beaucoup d'autres, mais ces deux angles me semblent particulièrement importants. Premièrement, c'est la critique du caractère élitaire de la culture. Et ça revient tout le temps. Dans le fond, là, par exemple, la politique culturelle française, qui est particulièrement développée par rapport à d'autres pays européens et même ailleurs, eh bien, c'est une manière de faire payer par le peuple, par les impôts du peuple, les loisirs des élites. Et l'exemple est souvent mis en avant de l'opéra. Alors évidemment, il faut écouter, il faut quand même écouter ces critiques, même si souvent, après, elles sont caricaturales, mais il y a un peu de vrai. Il y a en fait des questions qui se posent. Alors, c'est pas tant les impôts du peuple que les impôts des classes moyennes, mais quand vous regardez, par exemple, l'opéra, les 22 opéras français reçoivent à peu près 63% de leurs recettes, c'est des subventions. À Paris, c'est 77%. Quand vous regardez la fréquentation de l'opéra, elle reste évidemment extrêmement élitiste et ça représente quelque chose qui va de 138 € par fauteuil en moyenne de subvention à nettement plus à Paris. Donc voilà, c'est une critique qu'on peut entendre. Alors évidemment, j'ai pris l'exemple de l'Opéra de Paris, des opéras, mais quand même, je pense qu'il faut y répondre. C'est-à-dire qu'il faut travailler aussi sur une autre manière de développer de notre politique culturelle. Il faut, disons qu'il faut en tout cas réfléchir à ces questions. On le fait beaucoup, mais c'est une question lancinante parce qu'on sait que la fréquentation culturelle est très fréquemment élitiste, et pas seulement quand il s'agit d'opéra. Il y avait d'ailleurs un débat entre Sartre et Jean Vilar, il y a bien longtemps, où Sartre se moquait un peu et critiquait le TNP, Théâtre National Populaire, de Jean Vilar, fréquenté, disait-il, Sartre, par les classes moyennes et pas par les ouvriers, et donc pas tout à fait populaire. Donc des réponses doivent être apportées sur ce terrain-là. Et puis le deuxième terrain sur lequel je voulais m'arrêter, puis je conclurai, c'est la critique culturelle sur le côté affaiblissement de l'identité française. Et ça revient beaucoup. Là, je dirais que on va avoir des critiques très, très virulentes et très infondées sur des artistes vivant exclusivement de subventions, en connivence avec les pouvoirs publics et beaucoup d'artistes étrangers, etc. Et j'en passe. Regardez le programme de Mélanie. Il s'intitule, programme culturel, Culture et sécurité, notre renaissance.
c'est tout un programme, je crois qu'il n'y a pas à développer plus avant. Elle avait déclaré il y a 4 ans, à l'occasion d'une polémique avec le directeur du musée, vous savez, ce très beau musée de Turin, le musée des antiquités égyptiennes, une fois au gouvernement, Fratelli d'Italia réalisera un système de remplacement des fonctionnaires au ministère de la Culture pour garantir la transparence, le mérite et la non-appartenance idéologique. Alors il faut dire que le directeur du musée y était allé assez fort parce qu'il voulait accorder une réduction temporaire de prix, de tarifs, aux arabophones pour, je cite, inciter les nouveaux Italiens à visiter le musée. C'était un peu provocateur. Mais il n'empêche que quand même ce programme ne manque pas d'inquiéter. Alors je finirai très rapidement sur peut-être dans j'ai encore un instant. Tu me donnes un petit instant. Un chef hongrois, Adam Fischer, un très grand chef, qui avait répondu à Viktor Orban, qui disait qu'il fallait qu'on joue de la musique hongroise, que les danses hongroises de Brahms sont en fait des danses tziganes. Et c'était un moment où justement Orban était vent debout contre les Roms. Et j'ajouterais, peut-être parce qu'il y a une exposition Frida Kahlo en ce moment à Paris, cette artiste mexicaine qui était mariée à Diego Rivera, et Frida Kahlo critiquée parce que jugée non conforme à l'identité nationale, les mots comptent, et ils comptent particulièrement. Dans ce cas, on pourrait ajouter enfin un dernier point qui me tient beaucoup à cœur, et puis on est une fois de plus aux rencontres de Blois, c'est le directeur du musée de la Deuxième Guerre mondiale en Pologne, qui a été renvoyé parce que le parti Droit et Justice lui reprochait de ne pas montrer, je cite, l'héroïsme de la guerre ou le rôle de l'Église catholique, et a été nommé le révisionnisme Karol Nawrocki. Et ce nouveau directeur a, je cite encore, amélioré le récit avec une nouvelle vision de l'histoire polonaise. Et à chaque fois, on utilise, on pourrait donner beaucoup d'autres exemples, mais on utilise, alors soit on vire les gens, soit on utilise les finances, la subvention comme moyen évidemment de, j'ose pas dire chantage, c'est pas le mot exact, mais voilà, pour empêcher donc que le récit national se poursuive dans la recherche de la vérité. Voilà quelques éléments qui impliquent, j'aurais pu citer Bolsonaro, il y a des exemples aussi par rapport dans le domaine du cinéma, voilà, où l'économie est l'instrument de ces projets de réécriture de l'histoire. Merci. Une question, une réaction peut-être, monsieur? Je voudrais simplement vous demander comment vous situez le wokisme par rapport au populisme. C'est une bonne question et une minute. Et une question difficile. Voilà, je suis très critique. Allez, allons-y. Pour être franche, très critique de cela. Il y a eu un mouvement qui était nécessaire, pour les femmes, etc. Mais on est dans une espèce de j'ose pas dire folie, c'est pas le mot, mais je trouve pas le mot, mais de dérive de ce mouvement qui conduit du coup à ces mouvements de cancel culture où on déboulonne des statues, etc. Et là aussi, d'une certaine manière, en voulant rappeler les complexités de l'histoire, enfin non, en ne voulant pas rappeler les complexités de l'histoire, mais en voulant dénoncer en quelque sorte des moments de l'histoire, d'une certaine manière, on réécrit l'histoire. Et donc, j'ai beaucoup de méfiance par rapport à tout cela, pour être honnête. Mais en même temps, c'est comme pour les populistes, je pense qu'il faut entendre ce qui est dit. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, vous aviez une question peut-être, ou très vite? Ouais. Oui, je suis géographe de formation, on n'est pas nombreux, mais voilà. Et je me posais la question par rapport au territoire français, il y a quand même des écarts importants, et les voix, les résultats aux élections le montrent, entre la province et les métropoles. Et ce déséquilibre-là, il explique, et le traitement de la province
Et je suis aussi enseignante dans une zone rurale. Je ne suis pas très claire, excusez-moi, mais il y a plusieurs idées. Et quand je vois la politique culturelle, pour la mobilité, on a des gros problèmes de mobilité pour accéder à la culture. Et il y a peu de choses qui sont faites. J'arrête pas de demander des budgets pour qu'on puisse emmener les élèves en ville, voir des expositions. Alors il y a le pass culture, là, qui est quelque chose d'intéressant. Mais il y a quand même cette problématique qui est très importante, économique, d'accès à la culture. Très vite, parce qu'on a un peu de temps. Les travaux d'Hervé Lebras sont très intéressants là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas tellement une opposition, à mon avis, Paris-province, en matière culturelle un petit peu, mais c'est plutôt ville-campagne aujourd'hui. Les villes font énormément pour la... pardon. Vous m'avez pas entendu. Je trouvais que l'opposition n'était pas tant Paris-province que villes, territoires ruraux. Quand on lit les travaux de Hervé Lebras, ils sont très intéressants, y compris dans sa lecture des résultats des élections. Et deuxième point, juste anecdotique, je vous suis sur une chose, c'est que je trouve que le ministère de la Culture est très centré, évidemment, quand même sur Paris, je dois le dire. Et par exemple, j'ai fait partie d'un jury capitale française de la culture destiné aux villes moyennes. J'étais très choquée que la ville moyenne en question, qui avait gagné, qui avait énormément travaillé, qui faisait un travail sur toute une année, recevait 1 million d'euros de subventions. Quand on voit ce que sont les subventions à d'autres établissements, y compris parisiens, quelque chose qui ne va pas là-dedans. Vous avez raison là-dessus. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais peut-être pour cette dernière partie, je vais parler d'un thème dont les populistes sont très friands, qui est l'immigration et ses relations avec l'économie et notamment avec le chômage. Personne ne connaît Louis Fourest. Louis Fourest est un député, en fait, qui, le 23 mars 1933, va à la Chambre et dit ceci. Il y a en France 330 000 chômeurs. En rapprochant ce chiffre des 1 200 000 salariés étrangers, il est facile de se rendre compte que si les ouvriers étrangers quittaient la France, la question du chômage serait pour nous résolue. Donc on n'a pas retenu celui qui a dit ça, mais finalement l'équation, on la retient. Et elle a une postérité finalement dans nos esprits, dans le débat public, qui est absolument immense. Lors des législatives de 1978, le Front National placarde partout des affiches assez bien faites, d'ailleurs assez jolies, avec un slogan qui dit « 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'émigrés en trop, la France et les Français d'abord ». Donc on reprend la même idée de quantitativement mettre en regard le nombre de chômeurs et le nombre d'étrangers. On a simplifié par rapport à Louis Fourest parce que finalement maintenant on a le même nombre, donc ça frappe, c'est plus frappant, ça marche plus. Puis faut le dire, ça a bien marché en fait. Et lors des élections présidentielles juste après, 2 ans après, finalement le Front National reprend exactement la même iconographie, les mêmes affiches. Et le slogan a un tout petit peu changé. Cette fois-ci, mettre 2 millions de chômeurs, c'est 2 millions d'émigrés en trop. La France et les Français d'abord. D'accord ? En 1982, on retrouve des affiches où il y a écrit 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés en trop. La France et les Français d'abord. D'accord ? Donc, juste pour commencer, les populistes adorent les chiffres. Et de ce point de vue, ils sont un peu comme les économistes. Ils s'en servent beaucoup, ils les utilisent beaucoup, vous verrez, dans les discours populistes, peut-être pour se donner une légitimité. Mais à la différence, finalement, des économistes, ils ont beaucoup plus tendance à critiquer les chiffres, notamment les chiffres officiels. Ça fait 10 ans que je travaille sur les chiffres de l'immigration, et c'est en permanence que l'on a des gens qui disent « oui, les chiffres de l'immigration sont sous-estimés, les chiffres sont faux, ce sont des vérités qu'on nous cache ». Il y a des gens qui peuvent écrire des bouquins en disant « voilà les vrais chiffres, la vraie réalité de l'immigration ». Dans l'idée que finalement les chiffres dont on dispose sont simplement là pour vous masquer une réalité et pour, je sais pas quoi, mettre en œuvre un grand dessin qui serait un dessin immigrationniste. D'accord ? Alors, ce qui se passe, c'est que voilà, cette idée-là, 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés en trop, c'est quand même un slogan qui marche, qui a une très forte puissance de persuasion, et c'est pour ça qu'il faut l'écouter et qu'il faut essayer d'y réfléchir. Déjà, il est simple, il est apparemment logique,
Et c'est pour ça qu'il est efficace. Et je dirais qu'il a, d'une certaine manière, dépassé les cercles populistes. C'est plus un seul slogan de l'extrême droite. Et bien sûr, ce sont des versions atténuées qui se sont diffusées, mais ce sont des versions qui sont assez proches. Je prends par exemple la campagne présidentielle de 2012. François Hollande, qui était candidat à l'époque, on ne peut pas dire que ce soit un candidat tellement populiste, mais il déclare que dans la période de crise que nous connaissons, la limitation de l'immigration économique est nécessaire, indispensable. Donc il n'est pas question de renvoyer, vous voyez, les étrangers chez eux, mais il y a la même idée que si on a du chômage, il ne faut pas qu'il y ait d'immigration. Et alors, si vous écartez de ce consensus, de cette idée de Hippolyte, tu vois bien, il y a de la pauvreté, il y a du chômage, on ne peut pas se permettre d'accueillir des réfugiés, etc. Donc, si on s'écarte de ce consensus qui est extrêmement diffusé, tout de suite, on est bisounours. Il n'y a qu'un seul mot, c'est qu'on devient bisounours. Alors, et d'ailleurs, je dirais que l'extrême droite a quitté ce terrain-là des effets économiques de l'immigration. Pour mieux se distinguer, elle a quitté ce registre et va être beaucoup plus sur les effets des valeurs, de la civilisation, de la religion, etc. Donc, bon, nous, la question qu'on se pose potentiellement, c'est est-ce que ce discours est vrai ou pas? On pourrait se dire, c'est le métier des économistes, simplement, dites-nous, vous faites des études d'économistes, dites-nous si en effet, plus d'immigrés, ça crée plus de chômage, objectivement, honnêtement, comme disait monsieur, merci, donc faites vos études et puis dites-nous ce qui se passe. Alors, j'ai peu de temps, mais je vais vous expliquer quand même comment on réagit. Alors, je vais vous dire que c'est pas si simple. D'accord ? Parce qu'on pourrait regarder simplement, vous voyez, des statistiques, vous comparez par exemple des villes, ou vous comparez des territoires ou des pays, et vous regardez la richesse du territoire, et puis le nombre d'immigrés, ou le pourcentage d'immigrés. D'accord ? Donc ça, c'est facile à faire. Si on fait ça, on s'aperçoit plutôt que sont les territoires les plus riches qui sont aussi ceux qui ont le plus d'immigrés, très souvent. Ou en tout cas les pays qui sont les plus riches. Et donc la corrélation, si vous voulez, elle est positive. Mais la corrélation n'est pas intéressante. Parce qu'elle peut nous dire deux choses complètement différentes. Elle peut nous dire, est-ce que ce sont les immigrés qui font que ce territoire d'accueil est plus riche? Mais elle peut nous dire aussi, comme ce territoire est riche, les immigrés y vont. D'accord ? Donc, en termes statistiques, on appelle ça un problème d'endogénéité. Et toute la problématique des économistes, c'est de dépasser cette simple analyse statistique et de voir qu'est-ce qui est vrai. Alors, ce qui est fantastique, c'est par exemple quand on a ce qu'on appelle des expériences naturelles, c'est-à-dire un moment un peu étrange. Par exemple, lorsque Fidel Castro va expulser 125 000 Cubains sur une période très, très courte, en 1980. Et puis, ils vont tous aller à Miami. Donc, c'est une espèce de choc. Et on voit qu'est-ce qui se passe, en fait, sur le marché du travail à Miami. Et c'est David Card qui a fait ça, celui qui a eu le prix Nobel l'année dernière. Et puis, il s'est aperçu que, non, à Miami, les locaux, si je puis dire, n'ont pas pâti de l'arrivée des réfugiés cubains. Jennifer Hunt, elle a fait ça pour les rapatriés d'Algérie. C'est aussi un choc. Je veux dire, les gens ils s'y attendaient pas. Ils pensaient qu'ils resteraient. Puis, à un moment, il y avait quand même 900 000 personnes qui sont arrivées dans le sud de la France. Puis, on a pu regarder ce qui se passait sur le sud de la France. Et là aussi, il y a eu assez peu d'effets. Mais vous construisez pas un discours, vous construisez pas une théorie avec juste deux histoires comme ça. Ça marche pas. Et donc, les économistes ont développé énormément d'outils et de méthodes pour essayer d'analyser et de traiter ce problème d'endogénéité. Alors le truc, c'est qu'il y a plein d'analyses, et puis toutes les analyses ne vont pas dans le même sens. Et ça, c'est le grand bonheur des populistes. Ils disent, vous voyez bien, les économistes disent n'importe quoi, et puis il y en a un qui dit gauche et l'autre qui dit droite. D'accord ? Ou bien, de façon pas honnête, ils citent juste une seule étude qui irait dans le sens qu'ils veulent. D'accord ? Donc, globalement, le faisceau de preuves, c'est proche de ce qu'avait trouvé Jennifer Hunt ou David Card, c'est que finalement il y a peu d'effets. Mais il faut aller plus loin.
D'accord ? Et on ne combat pas une idée très simple qui est il y a 3 millions d'étrangers et 3 millions de chômeurs, et donc si on envoie tous les étrangers ailleurs, il n'y aura plus de chômeurs, en disant il y a des études économétriques qui disent que. D'accord ? Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut descendre sur le terrain de l'argumentation. Alors la première façon, c'est de regarder un peu concrètement ce qui se passe. Tout d'abord, le premier élément, c'est que les immigrés sont discriminés sur le marché du travail. Hein, c'est-à-dire que entre une personne locale et puis une personne immigrée, on sait très bien que la probabilité que l'immigré ait le job est quand même assez faible. C'est même d'ailleurs institutionnalisé pour l'immigration de travail non européenne, parce qu'en fait, pour recruter un immigré non européen, il faut faire une demande de titre de séjour pour cette personne, et il faut prouver à l'administration que sur votre bassin d'emploi, il n'y a pas les compétences légales. Donc, je veux dire, il faut quand même être assez compliqué, un petit peu tordu d'esprit, pour se dire comment c'est possible que cette personne qui, de toute façon, comment c'est possible que la personne discriminée soit celle qui prenne l'emploi des autres. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut descendre au niveau même des secteurs. En fait, les immigrés sont extrêmement concentrés sur certains secteurs d'activité. En gros, il y a 10% des personnes employées qui sont immigrées en France. D'accord ? Mais si vous regardez, par exemple, les employés de maison, c'est 39%. D'accord ? Si vous prenez les agents de gardiennage, c'est 28%. Les ouvriers non qualifiés du bâtiment, c'est 27%. Les cuisiniers, c'est 22%. D'accord ? Donc on le sait. Je veux dire, toute l'histoire de l'immigration le dit. Ils sont sur des secteurs qui sont très particuliers. Traditionnellement, la construction, aujourd'hui la restauration, parce que c'est dur, la restauration, c'est des secteurs qui sont très difficiles. Mais aussi, maintenant, bien sûr, le secteur du care, qui est mal payé, qui est difficile, etc., et pour lesquels les besoins sont considérables. D'accord ? Et donc, il faut passer, vous voyez, un peu de cette analyse microéconomique à une analyse plus macro. Et il faut essayer de comprendre pourquoi, finalement, vous avez des jobs qui sont vacants, des emplois qui sont vacants que personne ne veut faire. C'est ça, c'est ce qu'on disait toujours. C'est-à-dire que les immigrés prennent les emplois dont les Français ne veulent pas. Ouais. Donc vous avez votre restaurant en cuisine, plus personne ne va être en cuisine. D'accord ? Donc on prend un Malien, d'accord ? C'est un Malien qui va être en cuisine. Et parce qu'il y a un Malien pour aller en cuisine, le restaurant peut tourner. Et donc, le restaurateur peut empocher aussi peut-être un local pour faire le service en table, etc. Vous voyez, les liens sont très forts. Globalement, le faisceau de preuves, et ma conviction, voilà, c'est que l'effet, il est peut-être faible, mais il est plutôt positif, finalement. Et à partir de là, je veux dire, il faut se dire, comment est-ce qu'on retourne ce sujet ? Vous voyez, certes, donc l'argument populiste, il est faux. Certes, il nous a fait réfléchir, mais il ne faut pas aller trop loin. Il y avait un grand économiste qui s'appelle Moub, un grand spécialiste de l'immigration, qui disait il ne faut pas faire jouer à l'immigration le rôle qui n'est pas le sien. D'accord ? Et c'est tout à fait ça. Donc ce ne serait pas parce que l'immigration a un effet positif sur l'économie qu'on va devenir pro-migration. D'accord ? Le parcours migratoire, il est lié à énormément de motivations qui peuvent être d'origine familiale, d'études ou bien simplement l'envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Nous, ce dont on a l'impression avec des années de recherche en économie sur l'immigration, c'est que ce n'est pas un problème économique. Donc tant mieux. Je veux dire, débarrassons-nous des faux problèmes et concentrons-nous sur les vrais problèmes. Je vous remercie. Alors, on a une demi-minute pour les questions. Donc, je peux peut-être utiliser la demi-minute. Je n'ai pas très bien compris s'il y avait un stand. Ah oui, pardon, madame. Excusez-moi, je vous en prie. Je suis tellement près que vous ne m'aviez pas vu. Je souhaiterais revenir sur le terme de wokisme. On a tourné la page, mais je voudrais quand même dire comment je le ressens. Le wokisme était utile, il n'a pas exagéré, il est passé dans l'hystérie. C'est mon ressenti.
Et puis, c'est autre chose. Je pense que faire se rencontrer les économistes et les populistes, il n'y aura jamais, je le pense, d'échange constructif. Les économistes, pour moi, sont des chercheurs, des intellectuels, des personnes intelligentes qui réfléchissent sans sentiment de discriminer qui que ce soit ou quoi que ce soit, alors que les populistes réagissent comme des idéologues et pas autre chose. Ils réagissent avec des impulsions de réaction essentiellement politique. Et si je vous dis cela, c'est que j'ai été élue dans les Hauts-de-Seine de 1971 à 2020 et que j'ai eu le temps d'observer. Et c'est la réaction, c'est ma conclusion sur ce manque de communication intelligente et constructive qu'il peut y avoir, que l'on peut espérer entre les économistes et les populistes. Voilà, merci. Merci Madame. Peut-être la conclusion aussi de ces échanges ou de ce qu'on a pu faire dans ce livre, c'est de dire finalement, en fait, il faut, quoi, en tout cas pour ces intellectuels, même s'ils vont avoir du mal à convaincre les populistes, hein, c'est ce que vous suggérez, ce que vous dites, et je pense qu'on le partage. Mais néanmoins, les écouter sont intéressants parce ceci permet de mieux comprendre la société. Et qui est l'objectif finalement des chercheurs en sciences sociales, c'est de comprendre le monde dans lequel on vit. Et donc, il ne faut pas non plus se couper trop des idées populistes parce que c'est elles qui nous aident à avancer. Non, il ne faut pas s'en couper, mais pensez-vous que depuis les 50 années que j'ai vécues en politique et en responsabilité politique, est-ce qu'en 50 ans, quelque chose a changé? Je ne le crois pas. Il y a plus de populistes. Pardon? Il y a plus de populistes. Ah, il y a plus de populistes, malheureusement. Malheureusement, ils se sont reproduits. Voilà. Donc, on doit laisser la salle. Je vous remercie à toutes, à tous pour vos attentions, pour vos questions. On n'a pas eu assez. On peut discuter.